Bonsoir à tous et bienvenue dans votre journal de l'Afrique. À la une de l'actualité du continent, la République démocratique du Congo, où le choix de Denis Kadima à la tête de la commission électorale vient tout juste d'être entériné par le président Tshisekedi. La République démocratique du Congo, où le QG du port de Kinshasa a été pris d'assaut par des travailleurs en grève. Ils affirment ne pas avoir été payés depuis plus de 3 ans. Puis dans ce journal, on parlera également de ce rétropédalage du gouvernement malien. Il y a quelques jours, le ministre des Affaires religieuses annonçait des négociations avec des groupes djihadistes. Mais ce vendredi, Bamako affirme qu'aucune organisation nationale ou internationale n'a été mandatée officiellement. Voilà pour les titres. On commence donc ce journal avec la République démocratique du Congo. Le président Félix Tshisekedi vient tout juste de confirmer l'investiture de Denis Kadima à la tête de la commission électorale. Sa désignation avait pourtant été rejetée par l'Église catholique, l'Église protestante, mais aussi une partie de l'opposition. Écoutez Clément Bonnereau, il est justement notre correspondant sur place. Le président Félix Tshisekedi a donc tranché ce vendredi soir. Sa décision était très attendue, une semaine après l'entérinement des nouveaux membres du bureau de la CENI, la Commission électorale nationale indépendante, par l'Assemblée nationale. Il a estimé que la désignation de Denis Kadima à la tête de la CENI avait suivi un processus, je cite, tout à fait régulier. Selon lui, une majorité claire s'est dégagée en faveur de ce candidat, même s'il a regretté le manque de consensus. La crainte désormais pour de nombreux observateurs en République démocratique du Congo, mais aussi à l'étranger, c'est que l'on se dirige vers une période de tension. En investissant Denis Kadima, le président Félix Tshisekedi se met à dos plusieurs acteurs de la vie politique congolaise, à commencer par l'Église catholique et protestante qui ont déjà appelé à manifester. Il suscite également la colère de l'opposition, que ce soit du côté des soutiens de l'ancien président Joseph Kabila ou bien de ceux de Martin Fayulu. Et puis cela risque aussi de créer des remous au sein même de la majorité. Cette semaine, l'ancien gouverneur du Katanga, Moïse Katumbi, avait demandé à Félix Tshisekedi de ne pas investir Denis Kadima. Et les proches de Moïse Katumbi avaient menacé à plusieurs reprises de reconsidérer leur adhésion à la majorité présidentielle. On reste en République démocratique du Congo où des travailleurs du port de Kinshasa ont pris d'assaut son siège. Ils disent ne pas avoir reçu de salaire depuis plus de 3 ans. La police, vous allez le voir, a été déployée sur place et a répondu par des tirs de bombes lacrymogènes. Laurent Berstécher. Un face-à-face tendu entre grévistes et forces de sécurité. À coups de gaz lacrymogène et de balles en caoutchouc, la police congolaise tente de déloger des centaines d'employés de la société commerciale des transports et des ports. En grève depuis une semaine, ils avaient pris d'assaut le quartier général de l'entreprise géré par l'État afin de faire entendre leurs revendications. Ils disent ne pas avoir été payés depuis des années. Le gouvernement congolais devait nous donner 207 millions. Nous avons pour les autres 32 mois d'impayement. Pour les anciens, c'est 42 mois d'impayement. C'est inexplicable. Cela fait plusieurs mois que les autorités congolaises font face à une multitude de mouvements sociaux portés par des revendications salariales. Après le personnel soignant cet été, ce sont les syndicats d'enseignants qui se sont mis en grève au début du mois pour demander une meilleure rémunération. Jeudi, des centaines d'élèves ont pris d'assaut le siège du Parlement congolais pour réclamer la reprise des cours. Ça fait déjà 2 semaines qu'on ne s'en pas. Les professeurs sont en grève quand on leur demande de nous enseigner, ils nous disent que non. Nombre d'enseignants congolais disent gagner environ 150 € par mois et avoir du mal à joindre les deux bouts. Ils demandent au gouvernement de doubler leur salaire. Cette confusion au Mali en début de semaine, l'annonce de possibles négociations avec des groupes djihadistes était révélée par nos confrères de RFI après que le ministre des Affaires religieuses le laisse entendre lui-même. Mais ce vendredi, Bamako affirme qu'aucune organisation nationale ou internationale n'a été officiellement mandatée. Écoutez les précisions de notre correspondante. L'heure est ici à la confusion. Difficile de connaître les raisons du rétropédalage du gouvernement quelques jours après l'annonce de l'ouverture de négociations avec certains groupes djihadistes. Dans son dernier communiqué, le gouvernement explique avoir été mis au courant par voie de presse. Pourtant, lors de la diffusion de cette information par nos confrères de RFI, la parole gouvernementale avait bel et bien été donnée au ministre des Affaires religieuses et du culte, M. Mamadou Koné. Le ministre avait expliqué que le Haut Conseil islamique
islamique étaient mobilisés et qu'il s'agissait d'une demande de nombreux Maliens favorables au dialogue avec les djihadistes. Pourtant, les autorités de transition ne contredisent pas tout ce qui a été annoncé. Elle salue l'initiative de dialogue confiée quelques jours plus tôt au Haut Conseil islamique, un dialogue avec les djihadistes qui existe déjà à échelle locale et qui a connu plusieurs tentatives depuis 2017. Reste à savoir pourquoi le gouvernement a fait marche arrière. Les autorités de transition ont-elles décidé d'aller dans le sens de leurs partenaires internationaux, des partenaires comme la France, qui a entamé le retrait de ses troupes dans le nord du pays et qui, on le sait, est peu favorable au dialogue avec les djihadistes. En mai dernier, Emmanuel Macron avait annoncé le retrait de toutes ses troupes si le Mali prenait la voie de l'islamisme, je cite, radical. On va prendre la direction de la Guinée maintenant, dans la ville de Kankan. Précisément, des campagnes de sensibilisation sont menées par des religieux pour tenter de réconcilier les communautés sur place. Il faut dire que la ville a été le lieu de graves affrontements ces dernières semaines. Écoutez Malik Diakité, il est notre envoyé spécial sur place. Les opérations ont commencé mardi et les religieux qui font partie d'une association bénévole venue des 4 coins de la Guinée ont d'abord fait le tour de la ville avec des véhicules sonorisés. Ensuite, ils se sont rendus chez les notables et enfants à la place des Martyrs où ils ont réuni des milliers de personnes pour véhiculer des messages de paix. Kankan a toujours été une ville de paix et d'union entre ses fils. Cette ville a été bâtie autour des valeurs qui unissent les communautés. C'est la politique qui est venue fragiliser cette union, et pourtant cette politique n'est basée que sur du mensonge. Ce message n'est pas seulement pour la population de Kankan, c'est pour tous les Guinéens, car nous sommes une famille. Des actions de sensibilisation saluées par la population de Kankan. Tout ce qu'ils véhiculent, c'est des messages de paix et de tranquillité dans le monde entier en fait. Donc nous sommes venus dans ce cadre-là pour la paix en Guinée et dans le monde entier. Ces hommes religieux comptent poursuivre ces actions de sensibilisation dans tout le pays afin de préserver la paix et la quiétude sociale. On part à Ouagadougou. Le FESPACO, le Festival panafricain du cinéma et de la télévision, touche bientôt à sa fin. On retrouve sans plus tarder notre envoyé spécial sur place, Fatimata Wan. Bonsoir à vous, Fatimata. Dites-nous tout. Qui sont donc ceux qui ont été primés ce soir ? Alors Zora, c'est un carton plein pour le Sénégal, pays à l'honneur ce soir, qui a reçu les premiers prix spéciaux. Ça donne une tendance, hein, c'est pas encore les prix définitifs qui seront décernés demain, mais déjà on sait qu'il y a un prix du long métrage UEMOA qui a été décerné au père de Nafi de Mamadou Dia, qui est un premier film. On sait que le film Zinder a été plusieurs fois primé, un documentaire absolument magnifique. Et dans les documentaires, le prix UEMOA a été décerné aussi à Aïssa Maïga, qui est, alors je ne voulais pas le déflorer, mais ça sera notre invité évidemment. Et vous savez que cette récompense, on attend évidemment le prix de l'étalon d'or qui sera décerné demain, des longs métrages. Évidemment, l'attention et la pression est sur le seul Burkinabé en lice. Pour mémoire, depuis 1997, le Burkina n'a pas remporté d'étalon d'or d'Yenenga. Boubacar Diallo avec son film Les Trois Lascars, dont on a déjà parlé, cette comédie évidemment, et dans les starting blocks, et il a aussi reçu un prix spécial. Alors moi, mon coup de cœur, je le décerne voilà, au film somalien qui s'appelle La femme du fossoyeur de Kader Ahmed. Très très beau film, vraiment très émouvant, qui relate cette histoire très touchante d'un jeune, d'un couple à Djibouti avec des difficultés que l'on connaît. Il est fossoyeur, il a du mal à joindre les deux bouts et sa femme est malade et doit avoir énormément d'argent pour faire cette opération qui est juste hors de prix. Et donc cette histoire, elle est bouleversante avec des touches d'humour, elle est jamais misérabiliste. C'est vraiment un très très beau film. Alors cette année, il faudra aussi compter sur les femmes. Elles sont 5 en lice pour ce prix spécial de l'étalon d'or. La haïtienne dont on a beaucoup parlé. Il y a aussi un très très beau film d'une Tanzanienne qui s'appelle Farewell Amor. Très très beau film. Alors dans les femmes, on reste dans les femmes et je vous l'avais dit en titre un petit peu avant, on reçoit une femme pas des moindres que vous connaissez évidemment tous parce que d'abord c'est une actrice française, sénégalaise et malienne et c'est à ce titre qu'elle est là, Aïssa Maïga, que j'accueille. Bonsoir. Merci Aïssa d'être avec nous. Merci. Vraiment
C'est un plaisir de vous recevoir et donc on apprend que vous avez eu un prix de lui et moi, prix du meilleur documentaire ici au FESPACO. Et je précise, c'est la première fois que vous venez évidemment en tant que réalisatrice. Qu'est-ce que vous ressentez? C'est tout frais là. Beaucoup de gratitude, recevoir un prix sur le continent africain qui m'a vu naître, d'où je suis originaire, même si j'ai grandi et j'habite en France, évidemment j'ai un attachement extrêmement fort à mon continent et à mes deux pays d'origine. Et je rajoute sur la liste 2 autres pays, le Niger, parce que c'est le film dans lequel on a tourné le film, c'est le pays dans lequel on a tourné Marcher sur l'eau, et le Burkina, qui nous reçoit et pour lequel j'ai un attachement tout spécial aussi. Alors parlons de ce film Marcher sur l'eau qui relate justement cette histoire. Ça se passe au Niger, dans cette famille Peul, ce village qui justement doit trouver de l'eau et sa survie en dépend. Comment est née cette histoire? Alors il y a un réalisateur qui s'appelle Guy Lagache qui avait imaginé ce projet et puis il avait fait des repérages au Burkina Faso, au Togo et au Niger. Et puis il n'a pas pu faire le film, donc on m'a proposé de reprendre le projet. J'étais un peu impressionnée parce que parler du manque d'eau en relation avec le réchauffement climatique, ça me paraissait quelque chose d'assez grave, important. Et donc je suis allée dans le village de Tatiste, dans l'Azawak. D'ailleurs, vraiment, je tiens à dire toute ma gratitude envers les habitants de Tatiste, envers les habitants de ce village qui nous ont accueillis, qui nous ont fait confiance, qui se sont laissés filmer pendant 1 an dans leurs difficultés comme dans leurs moments aussi les plus joyeux, parce que c'est un film dans lequel on a mis aussi beaucoup de lumière. Et j'ai oublié ce que je voulais dire, c'est le coup de l'émotion. Mais non, on est ravis, vraiment ravis pour oui, vous, parce merci. qu'il faut le savoir, elle vient de l'apprendre, hein, évidemment. À l'instant, et par la voix de cette femme. Absolument, donc on est vraiment ravis pour vous. Alors évidemment, les femmes sont, jusqu'à présent, aucune femme n'a gagné le prix de l'Étalon d'or d'Ilenga en fiction. Oui. C'est quelque chose qui est très important pour Absolument. Le continent. Justement, quelle est votre position là-dessus? Pour moi, c'est une question d'égalité. Et pendant longtemps, on a pensé que les hommes avaient peut-être plus de talent. Or, aujourd'hui, en tout cas en France, on dispose de certaines données chiffrées qui permettent de dire qu'il y a une répartition inégale de l'argent. Quand on est une femme, on a moins d'argent qu'un homme pour réaliser son film ou alors pour en faire la promotion. Et du coup, cette question de l'égalité, pour moi, elle passe d'abord, par le plaidoyer. C'est important d'en parler, que les femmes s'emparent de ce sujet évidemment, mais aussi les hommes féministes. C'est très important qu'eux participent à la déconstruction de stéréotypes qui enferment des catégories de personnes dans des positions qui les empêchent de déployer leur talent. Et je dirais que concernant cette sélection-là, on a quand même à la tête du jury fiction un homme éminemment féministe en la personne d'Abderrahmane Sissako. Avec qui vous avez fait un film, Timbuktu? Non, c'était Bamako. Ah, Bamako, pardon. C'est l'autre. Bamako, c'est vrai. Et c'est vraiment quelqu'un qui pave le chemin à beaucoup d'égards, d'une part du point de vue purement artistique, avec les films qu'il fait, mais aussi du point de vue de l'engagement, avec les sujets dont il s'empare. Et sur la question de la place des femmes, c'est quelqu'un qui a toujours été concerné par ça. C'est pas un effet de mode chez lui. Et donc, je pense que, vu le nombre de femmes, vu le nombre de femmes talentueuses, il y a des chances, Alors, on va pas, on va pas s'aventurer, mais il y a peut-être une forte probabilité. Mais on verra. On verra ça. C'est la fin de ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi. Restez avec nous. L'info revient très vite sur France 24.